Donc je passe maintenant au focus. La Semaine européenne du développement durable nous donne l'occasion d'aborder les enjeux climatiques, comme comment ils sont pris en compte au sein du ministère des Armées, et de comprendre l'engagement du ministère en faveur d'une défense durable. La stratégie défense durable adoptée en 2016 et réactualisée en 2024 illustre la pleine implication du ministère des Armées dans les efforts nationaux de transition écologique. Elle illustre comment cette transition est devenue un atout pour ses propres missions de défense. Cette stratégie est ambitieuse, elle vise à améliorer et adapter les équipements et l'immobilier en anticipant les conséquences du changement climatique sur les missions du ministère. Elle vise également à agir en faveur du développement durable pour améliorer son autonomie et sa résilience et à répondre aux nécessités d'atténuer son impact sur son environnement pour le préserver. Cette stratégie est mise en œuvre depuis 1 an. Plusieurs initiatives récemment lancées vous seront présentées par Sylviane Bourguet. Les conséquences du dérèglement climatique posent également de nombreux défis aux armées qui les intègrent dans leur mission au quotidien. À cet égard, l'ingénieur général Sylvain Hilleret abordera l'impact du dérèglement climatique sur les conditions d'exercice des missions et les capacités des forces armées. La prise en compte de ces enjeux est indispensable pour la réussite des missions des armées. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole à Sylviane Bourguet et à l'ingénieur général Sylvain Hilleret. Je vous en prie. Merci Madame la déléguée. Bonjour à tous Mesdames et Messieurs. Donc c'est avec plaisir que je me retrouve aujourd'hui devant vous, 1 an après l'approbation de la stratégie ministérielle défense durable. Pour mémoire, lors de l'approbation de notre nouvelle stratégie, il ne s'agissait pas simplement d'une actualisation, mais bien d'un renouveau de l'organisation du ministère en la matière et de son approche stratégique. Les actions menées en faveur de la transition écologique et du développement durable devant désormais contribuer pleinement à la soutenabilité de l'outil de défense. Cette stratégie a donné un nouveau cap à suivre, a permis de renforcer la mobilisation et l'engagement de tous, et les enjeux sont multiples au regard de l'importance du ministère. Premier acheteur public, deuxième employeur public, un usage de 275 000 hectares de foncier, dont 80% ont un intérêt important en matière de biodiversité, 10,8 TWh d'énergie consommée chaque année, ce qui représente 0,8% de la consommation nationale, ou 154 000 tonnes de déchets produites. Et les actions réalisées depuis l'approbation sont nombreuses. À date, ce sont 815 officiers généraux et cadres supérieurs civils du ministère qui ont été formés à la transition écologique. Un plan de déploiement à l'ensemble des militaires et personnels civils est en cours, avec le développement d'un MOOC, dont les modules sont en cours de finalisation et qui sera bientôt accessible à tous. La structuration et la coopération au niveau national ont été étendues à plusieurs bases de défense volontaires qui se sont dotées de plans d'action. Au niveau national, ce sont également des partenariats avec des organismes experts qui ont été renouvelés ou initiés pour prendre en compte de nouveaux enjeux. Je pense notamment à notre partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle pour la préservation de la biodiversité ou à notre nouveau partenariat avec le Bureau de recherche géologique et minière qui nous apporte désormais son expertise sur l'identification des sites et sols pollués. 50 emprises pour près de 100 000 hectares d'espaces naturels font aussi désormais l'objet d'un suivi écologique, ce qui représente près d'un tiers des surfaces du ministère. Le ministère s'est également donné des axes de travail pour améliorer sa connaissance et son organisation en matière de prévention des risques, pollution et nuisances, au-delà du respect des normes qu'il applique déjà. Une nouvelle stratégie ministérielle de transition énergétique pour les infrastructures et les mobilités du quotidien a été approuvée cet été. En matière de mobilité de quotidien, cette année, ce seront 250 véhicules de la gamme commerciale à faible émission qui ont été acquis. En matière de transition énergétique et de décarbonation de nos infrastructures, 2 contrats de performance énergétique ont été engagés depuis fin 2024 sur les sites de Caen-Juers et de Pau, permettant des économies d'énergie de plus de 40%. Et à nouveau le sera d'ici la fin de l'année pour le camp de Suippes. Le ministère a également lancé une procédure de contractualisation pour se doter d'un nouveau contrat, un contrat atypique de Power Purchase Agreement, couplant mise à disposition de foncier et d'achat d'énergie renouvelable, qui devrait aboutir début 2026. Concernant les achats durables, près de 70% des marchés comprennent désormais des clauses environnementales.
La mise en œuvre de la loi Egalim s'est également poursuivie afin d'approvisionner les messes en produits issus d'une agriculture durable. Enfin, 76 projets ont été accompagnés au titre du nouveau fonds d'intervention pour la transition écologique en 2 ans, avec des exemples aussi divers que celui d'un enrobé végétal pour une place d'armes, le recyclage et la transformation de bouteilles en plastique par imprimante 3D, l'installation d'un conteneur bassin pour l'entraînement de plongeurs démineurs aux techniques d'intervention en milieu pollué ou la détection de fuites par méthode non intrusive. Mais je ne peux être exhaustive tant les exemples sont nombreux et voudrais terminer mon propos en vous parlant quelques instants de la Semaine européenne du développement durable, événement important pour valoriser l'action et l'engagement de nos militaires et agents civils et qui commence pour le ministère aujourd'hui. Cette année, nous avons retenu le thème « Maîtriser notre empreinte pour mieux anticiper ». Près de 100 événements vont être organisés sur l'ensemble du territoire national. Ateliers de sensibilisation, démarches participatives, conférences, quiz, concours photo et d'éloquence et renouvellement du partenariat avec la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, inauguration demain d'une centrale solaire. Et je laisse sans plus attendre la parole au général Hilleret qui va vous présenter les actions concrètes menées dans les domaines de la stratégie et de l'intervention militaire. Mesdames, Messieurs, je suis l'ingénieur général Sylvain Hilleret, je commande la division infrastructure et énergie opérationnelle dont j'ai pris la tête il y a quelques jours à peine. Cette division, très rapidement, a pour mission principale 1. D'assurer la cohérence de la programmation physico-financière avec les besoins infrastructures opérationnelles des armées. 2. D'assurer l'accès des armées à l'énergie dont elles ont besoin pour mener leurs opérations actuelles et futures, et ce, quel que soit le niveau de conflictualité rencontré. Et enfin, et c'est ce qui m'amène devant vous aujourd'hui, elle a pour mission de s'assurer de la prise en compte par les armées de toutes les interactions opérationnelles avec l'environnement. J'entends par là le changement climatique, la transition énergétique et l'ensemble des enjeux écologiques. L'impact du changement climatique sur les engagements opérationnels des armées est une réalité d'aujourd'hui. Il le sera davantage encore demain. C'est pourquoi, depuis la diffusion de la stratégie climat et défense de 2022, la prise en compte du changement climatique dans les opérations actuelles et futures est également devenue une réalité pour les armées. Le changement climatique est aujourd'hui considéré par le haut commandement comme un facteur de chaos. Il figure d'ailleurs parmi les 4 paramètres structurants de notre environnement stratégique, aux côtés du retour à l'usage de la force, du retour du modèle occidental, du rejet du modèle occidental et de la guerre informationnelle. Facteur de chaos, facteur de déstabilisation, car les dégradations de long terme dont il est porteur peuvent déstabiliser au niveau sécuritaire certains territoires en affectant les conditions de subsistance des populations. Je pense ici à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche. On sait par exemple que les dynamiques conflictuelles entre éleveurs et agriculteurs au Sahel, ou bien encore l'essor des groupes criminels ou terroristes en Somalie, peuvent être exacerbées par le changement climatique, bien qu'elle découle évidemment de multiples autres facteurs. On constate également l'intensification d'événements climatiques extrêmes, des catastrophes pas forcément plus nombreuses, mais certainement plus intenses. Orages violents, tempêtes, sécheresses, incendies contribuent de manière indiscutable à l'augmentation de la fréquence d'intervention des forces armées. Déploiement cet été dans les incendies de l'Aude, automne 2024 lors des inondations dans les Pyrénées et bien entendu intervention dans la durée suite au ravage du cyclone Chido à Mayotte. Sur le plan opérationnel, les évolutions climatiques des théâtres, nationales et internationales, peuvent nous causer des difficultés si nous n'y prenons pas garde. D'où la nécessité de nous adapter aux conditions changeantes de notre environnement. Cette capacité est profondément inscrite dans l'ADN des armées. Ainsi, il nous faut adapter nos équipements de combat, nos infrastructures, voire la façon dont nous réalisons nos missions. Cet impératif d'adaptation est l'un des 4 piliers de la stratégie
climat et défense. Les trois autres sont l'anticipation, l'atténuation et la coopération. Je vais maintenant revenir sur cette stratégie et afin de vous brosser un panorama des actions entreprises depuis son adoption en 2022. Anticipation d'abord. Il s'agit ici de bien maîtriser la réalité des phénomènes de changement climatique, de diffuser cette connaissance à l'ensemble des acteurs du domaine stratégique et opérationnel pour enfin l'intégrer à la prise de décision opérationnelle. La météorologie et les climats des zones d'opération font depuis fort longtemps partie des paramètres pris en compte par les chefs militaires. Mais nous sommes maintenant passés à la vitesse supérieure. Sur la formation, le ministère dispose d'une fresque climat-défense sur le modèle de la fresque du climat développée par Cédric Ringenbach en 2018. Plus de 600 personnes ont été sensibilisées depuis 2 ans en s'appuyant sur ce serious game de 2 heures. Objectif : balayer les impacts sécuritaires et opérationnels du changement climatique et les solutions envisagées pour y faire face. Sur l'identification des défis sécuritaires, opérationnels ou logistiques liés au changement climatique, je citerai l'étude sur l'Arctique. En partant d'un constat réaliste et scientifiquement documenté de l'accélération de la fonte des glaces, qui stimule l'appétit des puissances de la région, cette étude a conduit à l'élaboration de la stratégie de défense pour l'Arctique. Stratégie présentée lors du point de presse du 10 juillet dernier. Adaptation maintenant. C'est aujourd'hui le principal axe d'effort de la stratégie. Parce que notre premier système d'armes est l'homme, le ministère a d'abord entrepris un effort considérable en matière de tenue de combat de nos forces. Revisionner la tenue de capitaine que j'étais dans les années 2000, vous en serez convaincus. Tenue adaptée au milieu désertique, tenue adaptée au grand froid, tenue adaptée au milieu chaud et humide. La liste des innovations intégrées à nos tenues de combat est longue et elle augmente, sans aucun doute possible, la capacité à combattre et à vaincre de ces hommes et femmes engagés sur toutes les latitudes de la planète. Autre exemple, plus orienté sur le long terme celui-là. Les études technico-opérationnelles menées pour analyser les conséquences de variations anticipées de certains paramètres climatiques sur les capacités de nos plateformes de combat, hélicoptères, avions, bâtiments de surface, sous-marins. L'objectif est d'anticiper ces impacts pour adapter le développement des prochaines générations de matériel opérationnel. Nous étudions par exemple comment des scénarios d'augmentation de la température atmosphérique modifieront sensiblement la portance de l'air et donc les capacités d'emport et d'élongation de nos hélicoptères. Dans les airs donc, mais aussi sous mer. Une étude technico-opérationnelle sur le domaine maritime est en cours pour cartographier l'évolution de certaines variables océanographiques, température encore, mais également salinité, et pour mesurer leur impact sur les performances de nos bâtiments, avec une attention particulière pour les radars et les sonars de ces bâtiments. Citons enfin les travaux lancés sur la résilience des infrastructures. En effet, c'est un sujet majeur, car nos installations doivent supporter des chocs climatiques toujours plus extrêmes et pourtant rester opérationnelles en tout temps, tout lieu, toutes circonstances. À cet égard, le SID, le Service Infrastructure de la Défense, a mené une expérimentation visant à évaluer l'exposition et la vulnérabilité à différents aléas climatiques. Cette expérimentation portait sur quelques emprises, en métropole et en outre-mer. Les adaptations préconisées pour les zones à cyclone ont par exemple été incluses dans les travaux de reconstruction de nos emprises à Mayotte. Pour tous ces domaines d'adaptation, l'enjeu est maintenant le passage à l'échelle. Chaque armée s'est donc lancée dans l'élaboration de sa feuille de route d'adaptation au changement climatique, sa FRAC. Une version publique de ces FRAC sera publiée en 2026. Atténuation. Je parle ici de l'atténuation de notre impact sur le changement climatique. Cet effort d'atténuation, les Français l'attendent aussi des armées. Elles se sont donc engagées depuis maintenant plusieurs années
sur des trajectoires d'atténuation en déployant les différentes stratégies que Mme Sylviane Bourguet mentionnait à l'instant. L'ambition est bien sûr de réduire nos émissions dans nos casernes, nos bases aériennes et navales, mais aussi en opération. Pour cela, nous empruntons différentes voies: isolation du bâti, mesures de sobriété énergétique, exploration du potentiel des carburants durables ou alternatifs, électrification de certains véhicules pour les déplacements du quotidien. Coopération enfin, car on ne gagne jamais en jouant tout seul. Nous travaillons avec des acteurs français de l'enseignement et de la recherche, l'ISAE, l'ONERA, avec des entreprises, comme par exemple EDF, confrontées à des enjeux approchants, pour faire des études, partager des bonnes pratiques. Que ce soit au sein de l'Union européenne ou au sein de l'OTAN, la France, à travers l'action de ses armées, se situe à l'avant-garde de la prise en compte des enjeux climatiques. Le ministère s'est par exemple doté de sa stratégie climat et défense avant même l'adoption de la boussole stratégique par les États de l'Union européenne. La fresque climat et défense, dont je parlais il y a quelques minutes, a été traduite en plusieurs langues. Elle est maintenant en cours de déploiement au Collège européen de défense, mais aussi au sein de l'OTAN. Avec l'Alliance, par ailleurs, nous collaborons aussi dans le cadre du Centre d'excellence de l'OTAN, climat et sécurité, basé à Montréal. Il est ici intéressant de noter que 2 officiers français, dont le chef d'état-major de ce centre d'excellence, y exercent leur expertise. Pour conclure, je me permettrai de reprendre les mots de l'amiral Vandier, alors major général des armées. L'ampleur et la vitesse du changement climatique nécessiteront un fort investissement de toutes les chaînes de commandement pour relever le défi d'une adaptation à marche forcée. Soyez assurés que c'est bien l'approche que nous, militaires et civils du ministère des Armées, déployons aujourd'hui, individuellement et collectivement, pour continuer d'assurer dans la durée la protection de la France et des Français. Je vous remercie pour votre attention.